directeur. Allez-y. J'ai apprécié votre discours sur les villes capitales. Et donc, sur le transfert de population de Paris sur les grandes banlieues, la première couronne. Donc je suis en train de me demander si l'année prochaine, il ne faudrait pas, pour les villes capitales que vous avez évoquées, que l'équipe municipale actuelle à Paris soit reconduite. Alors le problème, c'est que Paris prend aujourd'hui un certain nombre de décisions qui sont des décisions, comment dire, non coopératives et non solidaires avec la banlieue. Et ces décisions, elles sont quand même très problématiques. Que ce soit, enfin, je pense notamment à la fermeture d'une voie à la circulation générale sur le périphérique. Pour l'instant, il ne se passe rien, mais ça ne verbalise pas. Donc quand ça verbalisera, c'est-à-dire en mai, on va regarder ce que ça donne. Moi, j'ai exigé du préfet qu'il a accepté deux choses. Un, si jamais ça bouchonne pendant la journée, que c'est la thrombose pendant la journée, le préfet de police peut suspendre la voie réservée, y compris pendant la journée. S'il voit qu'il y a trop d'embouteillages, il dit stop, on arrête, tout le monde peut circuler. Premièrement. Et deuxièmement, si jamais d'ici la rentrée, on s'aperçoit que c'est la thrombose, d'ici 6 mois, on peut tout arrêter. Pourquoi? Parce que le problème de cette histoire de voie réservée sur le périph', c'est que si c'est pour que ça se traduise par une thrombose totale de l'Île-de-France, vous savez, ce qui pollue, c'est les embouteillages. Donc, l'idée que le covoiturage est une bonne chose, oui, le covoiturage est une bonne chose. Si on crée une voie de covoiturage en plus, parce que là, du coup, on incite à covoiturer. Mais si c'est juste pour faire une thrombose, alors qu'il n'y a pas de covoitureur sur le périph', vous comprenez, ça devient quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et la thrombose, c'est de la pollution. Et c'est de la pollution pour tous les riverains du périph', c'est de la pollution pour Paris, c'est de la pollution pour toutes les villes portes de Paris. Voilà. Donc ça s'appelle de la décision non coopérative, parce que c'est jamais décidé en lien avec la banlieue. Typiquement, pour faire ça, ce qu'il faudrait, c'est que Paris crée des parkings relais. Ce que disait Denis tout à l'heure. Cette politique de dire « je veux plus de voitures dans Paris », ça s'entend, ça s'entend. Elle est maire de Paris, elle est la ville la plus riche, la ville la plus touristique, elle a plus envie de voitures. Bon, c'est un projet. Moi, je respecte les maires et leurs projets. Mais ce que j'appelle non coopératif, c'est le fait que moi, je lui ai dit faisons ensemble des parkings relais à toutes les entrées de Paris, là où il y a des arrêts de métro. Porte Dauphine, Porte Maillot. On fait des grands parkings, relais, pas cher, donc soit pas cher, et on fait des navettes. Soit des métros, soit des navettes qui rentrent dans Paris. Imaginons un plan de circulation ensemble. Et évidemment, je me suis fait fermer la porte au nez parce qu'il fallait que la mairie de Paris ait le bénéfice d'une politique soi-disant écologique qui ne l'est pas. Parce qu'en réalité, c'est une politique de souffrance qui se ferme Paris à toute la banlieue. Et là où les Parisiens commencent à gueuler, gueulent sur plusieurs choses. Un, vous ne pouvez plus avoir de voiture à Paris. Donc quand vous êtes... soit vous avez une famille avec des jeunes enfants, soit que vous êtes âgé, vous ne pouvez plus circuler. Donc ça devient très problématique. Donc ça râle pour ça, mais ça râle aussi parce que les commerçants du centre-ville ferment. Parce qu'on n'arrive plus à arriver dans le 5e, on n'arrive plus à arriver dans le centre de Paris. Et donc, il y a des commerces qui vivent de la proximité, ça va, eux ils restent. Mais ceux qui vivaient du flux des visiteurs, ils n'arrivent plus à tirer leur épingle. Donc il y a vraiment beaucoup de râleries dans Paris, sans parler évidemment des problèmes de sécurité, parce que Paris a quand même 5000 policiers, ils ont quand même réussi à ne pas les armer. Oui. Voilà, ouais. Le problème, c'est que vous voyez, la mairie de Paris a dit il y a trop de couteaux aujourd'hui sur l'espace public. Alors on leur dit oui, et qu'est-ce que vous faites? On va faire un hashtag Stop Couteau. Donc ils ont fait un hashtag Stop Couteau sur les réseaux sociaux. C'est pas bien les couteaux. Le problème, c'est que si vous avez une police municipale qui n'a pas d'armes, moi je ne sais pas comment un policier municipal gère un forcené qui a une arme. Sans arme. Je ne sais pas. Et donc en réalité, on sait très bien que le niveau d'intervention d'une police municipale est aussi fonction de son armement.
Est-ce qu'il a des gilets pare-balles? Est-ce qu'il est armé, etc. C'est évident, c'est humain. Voilà. Donc une police non armée n'a pas du tout la même efficacité qu'une police armée, surtout contre les armes. Voilà. Et pour l'instant, on en est à stop couteau, mais dans certaines banlieues, on en est à stop la Kalachnikov. Vous voyez, donc là, sans armes, c'est moins facile. Ouais. Bon. Donc tout ça me paraît pas la bonne politique pour l'Île-de-France. Et Paris devrait donner l'exemple. À la fois de la coopération avec sa banlieue, et en même temps, en matière de sécurité, en matière de propreté, en matière d'embouteillage, de circulation, tout ça, elle devrait donner l'exemple. Donc moi, je soutiens un changement de politique à Paris, au risque de vous choquer. Je suis ruéillois depuis 40 ans. J'ai élevé 3 enfants qui ont été dans les différents lycées. Merci, monsieur le maire et vos prédécesseurs. Madame la Présidente, vous avez dit une chose qui m'a interpellé. J'ai été borderline quand j'ai créé 1000 emplois dans le domaine du transport à Paris. Dans la sécurité. Dans la sécurité. Pourquoi c'était borderline? Parce que j'ai pas de compétences en matière de sécurité. C'est du régalien, normalement. Okay. Donc c'est l'État, normalement. Mais en fait, j'ai ressenti que, étant en charge des transports, la sécurité, on ne me demandait pas juste de faire rouler des trains. On me demandait aussi d'assurer la sécurité des voyageurs dans les trains. C'est pour ça que j'ai dit borderline. Mais en fait, je vous dis, mon préfet au début était très réticent et puis maintenant il a accepté. Alors moi je voudrais aller plus loin pour tout vous dire. Je voudrais une police régionale des transports. Parce qu'en fait maintenant, vous savez, les transports sont ouverts à la concurrence. Donc à certains endroits c'est Keolis, à certains endroits c'est Transdev, à d'autres c'est la SNCF, à d'autres c'est la RATP. Enfin il y a plein d'opérateurs maintenant de transport. Il va même y avoir les Italiens qui arrivent, les Milanais. Et donc du coup, moi, ce qui m'ennuie, c'est que je pense que le bon modèle, c'est celui de Londres. C'est celui où l'autorité organisatrice Île-de-France Mobilité chapeaute la sécurité de l'ensemble du réseau. C'est plus logique. Le préfet de police est tout à fait d'accord, parce que lui, il aurait la police nationale, et moi, j'aurais la police locale, et on se parlerait un peu comme un maire avec la police municipale. Mais j'arrive pas à le faire voter, parce que l'Assemblée, comment dire, voilà, Pécresse, c'est la droite. Donc, c'est pas facile de nous donner des vraies responsabilités. Alors, le paradoxe, c'est que Barthelone avait proposé ça dans son programme, Laurent Saint-Martin avait proposé ça dans son programme, mais dès qu'il s'agit de me confier la compétence, il n'y a plus personne, quoi. Bon, on va finir par y arriver. Vous me connaissez, hein. Ah oui, je lâche pas. Le pitbull lâche de temps en temps, moi non. J'ai une seconde et dernière question en ce qui me concerne, moins personnelle, assez personnelle. J'ai 3 enfants, 2 d'entre eux sont partis de Rueil parce qu'ils ne pouvaient pas se payer des appartements au prix de l'immobilier ruéillois. Ils sont partis, heureusement pour vous et pour nous, parce qu'ils ne sont pas trop loin en Île-de-France. Vous avez parlé de Bonnières, l'un est à Flins, dans une très belle maison. Le problème, c'est qu'il a une vieille voiture. Il a hérité de la voiture de son grand-père, de 2000. Et il avait parlé du bon côté et du mauvais côté du périphérique. Maintenant, il y a un bon côté et un mauvais côté de la 86. Jusqu'à quand ça va durer? Est-ce que vous avez une vision de cela? Est-ce que les pouvoirs publics vont revenir sur cette décision qui consisterait à... Alors là, il y a un amendement qui a été proposé par les Républicains à l'Assemblée nationale et qui demande de suspendre les ZFE aujourd'hui. Parce que, alors, moi, qu'on s'entende bien, moi je suis pour qu'on baisse la pollution de l'air en Île-de-France, et depuis que je suis élue, 9 ans, la pollution de l'air en Île-de-France a baissé de 20%. 20%. Je pense que c'est en partie le bilan de la région pour plein de raisons. D'abord parce qu'on a développé massivement les transports en commun, on a modernisé, on a créé plein de nouvelles lignes, la ligne 14 jusqu'à Orly. Vous imaginez ce que ça enlève comme voiture? La ligne 14 jusqu'à Orly, le tramway neuf qui n'existait pas du tout dans le Val-de-Marne, on a divisé par 2 les durées de transport de plein d'habitants en créant ces nouvelles lignes, on a mis des nouveaux trains neufs, on a baissé tous les tarifs, notamment pour la Grande Couronne. Avant, c'était 15 € pour aller à Paris aller-retour ou 20 € pour aller à Paris aller-retour. Maintenant, c'est 5 €. Voire même, si on a écouté Valérie Pécresse jusqu'au bout, moins de 4 €. Moins de 4 €, voilà.
Mais tout ça pour dire qu'on a joué sur beaucoup de leviers pour essayer de faire en sorte que le nombre de voitures sur les routes baisse par l'incitation. Mais le problème, c'est que donc on a baissé de moins 20% de la pollution et arrive cette ZFE. Moi, la ZFE, je considère qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt pour plein de raisons. D'abord parce qu'on n'a pas encore le métro circulaire autour de Paris, la ligne 15, qu'on devait avoir. Quand on aura le métro circulaire autour de Paris, la ligne 15, les choses seront différentes. Parce qu'il y a plein de gens qui font le tour de Paris aujourd'hui en voiture, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Bon. Donc déjà, là, ce sera un peu différent. Mais cette ZFE, ce qui me tracasse, c'est que j'ai fait faire le calcul par un de mes collaborateurs de combien ça génère de perte de valeur des voitures chez les gens qui ne peuvent plus conduire dans la ZFE. Et en fait, mon collaborateur m'a calculé. Donc en fait, 40% des Français sont concernés par la ZFE. C'est-à-dire 40% des Français ont une voiture qui est trop ancienne pour rouler dans une ZFE. Bon. Si on calcule ça sur l'Île-de-France, il y a 40% des Franciliens. Et si on calcule, en fait, ils perdent la valeur de leur voiture à la revente est divisée par 2. Si vous voulez la revendre, il faut vraiment aller la revendre en Picardie, vous voyez, dans un endroit où il n'y a vraiment pas de ZFE. Donc c'est quand même, le marché est un peu étroit. Et donc en fait, mon collaborateur a calculé que sur toute la France, les ZFE, c'est 9 milliards de pertes de patrimoine, 9 milliards de pertes de patrimoine pour tous les Français qui ont des voitures d'occasion anciennes. Parce que leurs voitures ont été divisées, la valeur, par 2. Donc déjà, on se dit, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on donne ce coup de grâce à des familles de la classe moyenne qui ont des voitures anciennes? Bon. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, ils ont fait pire. Ils ont calculé combien ça coûterait, pour ces mêmes Français, de racheter une voiture neuve, pas polluante. Et là, c'est 80 milliards. 80 milliards, c'est-à-dire que si tous les Français qui ont une voiture ancienne, d'occasion, qui ne peut pas rouler dans la ZFE, changer leur voiture pour une voiture neuve, ou une voiture d'occasion électrique, non polluante, enfin bref, mais faisaient au moins 15 000 euros d'investissement dans leur voiture, mettons, entre 15 000 et 20 000 euros. Et bien ça fait 80 milliards. Donc ça veut dire que, enfin, c'est dément. C'est dément. Et c'est des transferts de charges sur la population. C'est comme une espèce d'énorme impôt voiture. Voilà. Et donc, quand on m'a donné ces calculs, là j'avoue, j'en menais pas large. Parce que moi j'avais pas fait le calcul, je m'étais pas posé la question. Et en fait, quand on rentre dans le budget d'un ménage, là tout de suite ça donne un tout petit peu des surprises. Et c'est pour ça que j'ai pris position in fine. Parce qu'au début, j'avais demandé le report de la ZFE, puis là, j'ai vraiment dit, c'est pas possible, on ne peut pas la faire. Pas maintenant, pas alors que tout augmente, que la vie est chère, que voilà, qu'on n'arrive pas à se loger, que bon. Et puis j'ai dit en plus, ça ne se justifie pas parce qu'on a baissé de 20% la pollution. Moi, j'ai les cartes de la pollution de l'air en Île-de-France. Hein. Vous verrez qu'il y a 10 ans, c'était rouge au centre. Aujourd'hui, c'est vert. Il y a un peu d'orange, mais c'est vert. On a vraiment baissé énormément. 40% de particules fines en moins, 20% de pollution de l'air en moins, en 10 ans. Donc quand même, on a fait du boulot. Donc voilà, donc j'ai dit, la ZFE, ça peut attendre. Voilà, c'est ma réponse. Mais il y a une loi qui est en train d'être discutée là-dessus et qui est passée à l'Assemblée. Si jamais elle est votée conforme au Sénat, sagesse des sénateurs. On est plus sûr au Sénat qu'à l'Assemblée. Mais c'est terrible parce qu'en fait, on ne peut pas opposer l'écologie et le social. C'est ça le problème. Moi, je le dis aussi très gentiment parce que dans ce genre de réunion, j'ai aussi parfois des jeunes écologistes un peu virulents qui m'attaquent et qui me disent, Madame Pécresse, vous voulez bétonner l'Île-de-France. Alors, parce que j'aide les maires bâtisseurs. Ceux qui, comme Patrick, construisent des nouveaux quartiers innovants, écologiques. Et comme vous l'avez dit, on a besoin de construire en Île-de-France, sinon les jeunes ne pourront pas se loger. Ils vont aller de plus en plus loin, ils vont partir en province, on va perdre notre force vive. Voilà. Les loyers sont tellement chers, l'accession à la propriété est tellement chère. Donc il faut continuer à construire. Donc moi je veux continuer à construire. Mais je suis ici, je suis venue vous rassurer tous. La région, dans ses compétences, elle doit faire un grand schéma qui s'appelle Île-de-France 2040. C'est le SDRIFE. Atchoum, le SDRIFE, un acronyme. Le schéma directeur régional Île-de-France, environnemental. Ce schéma directeur d'aménagement de l'Île-de-France, c'est le document qui dit partout où vous pouvez construire du logement, du développement économique, des routes, où est-ce que vous allez mettre les transports à horizon 2040, quelles sont les nouvelles lignes, les nouvelles rames, etc.
Et puis, où est-ce que vous avez les forêts, où est-ce que vous avez l'agriculture, etc., etc. Où est-ce que vous avez les grands investissements, tout ça. Donc ce document, c'est 2 ans de travail. Ça ne fera pas le journal de 20 heures. C'est 2 ans de travail. C'est un travail énorme. Et bien, je revendique, grâce à mon vice-président Jean-Philippe Dugouin-Clément, qui n'est pas là, mais qui a fait un travail colossal, je revendique qu'on a concerté avec tous les maires, on a fait un SDRIFE totalement écologique, et en même temps totalement pro-logement, et en même temps totalement pro-développement économique. C'est un peu la quadrature du cercle, hein, mais on a réussi. Et qu'est-ce qu'on a fait dans ce SDRIFE? On a fait le zéro artificialisation nette. Alors j'entends beaucoup d'élus de droite et beaucoup d'élus de province hurler contre le zéro artificialisation nette. Mais moi je vous le dis, en Île-de-France, le zéro artificialisation nette est indispensable. C'est quoi le zéro artificialisation nette? C'est partout où vous construisez, quand vous construisez quelque part, vous renaturez ailleurs. Et à la fin de la fin, moi je peux aujourd'hui vous garantir, les yeux dans les yeux, qu'avec ce SDRIFE, l'Île-de-France aujourd'hui elle est à 75% naturelle, forestière et agricole. 75% du territoire de l'Île-de-France. Si vous vivez à Rueil, c'est pas par hasard. Si vous vivez à Rueil, c'est parce que vous voulez vivre à la campagne, près de Paris. Vous voulez sauvegarder vos jardins, vos forêts. Vous voulez respirer un air pur, vous voulez vivre près de la nature. Ça, je vous garantis que ce sera préservé parce que nous avons fait un SDRIFE ZAN. Oh, c'était facile. Bon, on a fait un SDRIFE ZAN, zéro artificialisation nette. Et ça a été 2 ans de travail. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il a fallu aller voir chaque maire pour vérifier quels étaient ses projets, faire rentrer ses projets dans la boîte à chaussures et trouver ailleurs des endroits où on allait remettre du vert. Dans les friches industrielles, dans les places, dans les cours d'école, dans les cimetières, dans les parkings. Voilà, on revégétalise là où ils ont bétonné et on continue de construire là où on a besoin de logements, c'est-à-dire notamment en ruralité, mais aussi dans les villes où il fait bon vivre. Voilà. Voilà. Parce que je revendique aussi de refuser de financer du logement social là où il y en a déjà plus de 30%. Hein. Quand il y a plus de 30% de logement très social, je ne finance plus. Je ne veux plus de ghetto. Je veux de la mixité, parce que sinon il n'y a plus de règles et il n'y a plus de vivre ensemble. Ah. Monsieur, vous avez déjà posé vos questions. Là, il y a peut-être d'autres gens qui ont... Il y a une dame là-bas, il y a les dames. Laissez la parole aux dames. C'est pas de la censure, hein. C'est du partage de parole. Bonjour Madame Pécresse, donc Valérie Envoy, présidente du Racon-Bal et vice-présidente du Racon Sport. Donc je voulais vous remercier déjà pour tout ce que vous faites pour le développement féminin dans le sport. Vous avez organisé des super Jeux Olympiques avec l'aide de Patrick. Ça a été un moment pour nous de parenthèse idyllique. Et donc l'héritage des JO, il faut les conserver. Donc je voulais juste vous dire qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut nous aider pour le développement du sport féminin, parce que l'économie du sport féminin, vous le connaissez mieux que moi, est difficile. Ça attire beaucoup moins, c'est comme ça. Hein. C'est un peu comme la société, les femmes gagnent moins que les hommes. On n'a pas encore gagné le combat. Donc je voulais vous remercier pour cette aide. Et aussi pour vous dire, parce que je suis proviseur aussi de l'ERA Jean-Monnet de Garches, je sais que Jeanne est à côté. Oui, elle est là. Bonjour Jeanne. Et donc je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites pour Mobilité Île-de-France, pour tous les jeunes en situation de handicap. Sans vous, on ne pourrait pas les aider pour les soins, pour l'école et à s'insérer professionnellement dans la société, parce que chacun doit trouver sa place. La diversité, c'est ce qui est le plus important pour le vivre ensemble. Donc ça, je voulais vous remercier, et puis pour toute l'aide que vous apportez à mon lycée, parce que sans vous, je ne peux pas fonctionner. Donc merci, merci, merci beaucoup. Et puis vous avez sécurisé mon établissement, donc je vous remercie. Et dernière chose, le sport, on parle beaucoup de sécurité, tout ça. Le sport est un des vecteurs, un cœur dans une ville, c'est le poumon d'une ville. Et le sport ramènera de l'apaisement pour la jeunesse
pour tout le monde et il faut aider les clubs amateurs, aider les clubs qui essaient de prendre le plus possible d'enfants en difficulté scolaire, en difficulté sociale. Donc il y a énormément d'aides qui sont données pour le sport. Donc continuez à nous aider pour qu'on puisse se développer et mettre le sport féminin en avant. Merci. Alors, si évidemment je m'occupe aussi bien de Garches, c'est parce que j'ai Sandra Monzani qui est ici et qui évidemment s'occupe de tous les dossiers de la ville. C'est aussi parce que j'ai Nassera Hamza, qui est la présidente de la commission famille à Suresnes et qui s'occupe des familles. Et puis c'est parce que j'ai l'irremplaçable Pierre Denisio qui est juste là derrière moi et qui, sur les sujets du handicap, fait qu'on est une collectivité totalement pionnière sur tous les dispositifs. D'ailleurs, si la question de l'inclusion vous intéresse, nous avons à la région des budgets participatifs. J'en parle parce que moi je crois à l'hyper-décentralisation. Je vous ai dit que je croyais à notre intelligence collective de citoyens et à votre intelligence à vous. Et donc, on a 2 budgets participatifs à la région. C'est quoi les budgets participatifs? C'est des micro-projets associatifs financés à 80% par la région Île-de-France, parce qu'on n'a pas le droit de se financer à 100%, parce que c'est interdit par la loi, 80%, jusqu'à 10 000 €. Et on a 2 types de budgets participatifs. On a un premier budget participatif environnemental. Si vous avez envie de transformer votre ville pour faire des projets environnementaux, j'imagine, cher Denis, que Rueil a déjà eu pas mal de lauréats du budget participatif environnemental de la région. C'est chaque année, on finance des centaines de projets. Ça peut être des vélos, ça peut être des éclairages LED, ça peut être du compost, ça peut être des jardins partagés, ça peut être tout, du bio, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, enfin des projets environnementaux. Donc ça, c'est le budget participatif environnemental. Mais nous avons aussi, depuis cette année et depuis les JO, comme avec les JO paralympiques, on avait fait du handicap notre grande cause, Pierre m'a suggéré que sur le même modèle que le budget participatif environnemental, on fasse un budget participatif handicap. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est pareil, c'est l'idée que les associations qui auraient des projets d'inclusion puissent se faire financer jusqu'à 10 000 €, soit d'investissement, soit d'équipement, pour leurs projets. Et typiquement, avec le budget participatif handicap, on a payé pour des clubs les équipements de pratique handi ou de sport adapté. Voilà. Donc on peut payer les équipements à travers le budget participatif. On peut payer des revêtements plus doux pour des aires de jeu plus inclusives. On peut faire plein de choses liées au handicap. Il y a eu plein d'idées, mais Pierre pourrait en parler. Ah, c'est jusqu'au 13 avril. Vous pouvez déposer des projets jusqu'au 13 avril, des projets d'investissement dans le domaine du handicap, dans votre ville. Sur le site de la région, me dit Denis Gabriel, on souffle les... Donc ça, c'est sur le budget handicap. Participatif handicap, qui est ouvert à toute la région. Après, on fait voter, hein, c'est un budget participatif. On fait voter, mais enfin, comme vous êtes foyer Malmaison, c'est difficile qu'un projet de Rueil n'ait pas suffisamment de votes. Il suffit de mobiliser un tout petit peu les habitants, et en général, le projet de Rueil, il passe toujours devant les autres. Donc ça, et pour les petits villages, si pour Marne-la-Coquette, si 10% du village vote, ça passe. Parce qu'un village de 300 habitants, si 30 votes, ça passe. Parce que sinon c'est toujours Rueil qui gagne. Donc voilà. Alors. En tout cas, donc budget participatif handicap. Et puis pour répondre à votre question, le sport, bien sûr, le sport. Je vous ai parlé des lycées parce que je ne pouvais pas vous parler de tout, mais le sport est totalement un fil rouge de notre stratégie éducative. Je vous parlais des violences des jeunes, je travaille énormément avec les présidents de clubs et les ligues et les fédés sur la prévention de la violence par le sport et le caractère éducatif du sport. Et pour vous dire, nous avons créé une application qui s'appelle La Base, L-A-B-A-Z, pour tous les jeunes de 15 à 25 ans, mais particulièrement pour les lycéens, qui sont le cœur de cible de la région Île-de-France. Et donc, sur les 15-18 ans, il y a 100 € pour pratiquer une activité sportive. Donc, il n'y a plus de barrière financière à la pratique du sport en Île-de-France. Tous les lycéens ont 100 € pour aller payer leur licence de sport dans un club sportif, dès lors que le club sportif est bien référencé sur La Base.
Donc ça, sachez-le. Et puis on peut faire aussi de la culture avec les 100 €, si on veut faire du conservatoire, si on veut faire de la danse, etc. Ça fait partie de notre politique d'égalité des chances. Donc bien sûr le sport, bien sûr l'aide au club, bien sûr l'aide au club qui pratique de pratiques féminines. Et là-dessus, Patrick Cara, mon vice-président, donne un bonus à tous les clubs qui font des pratiques handisport et il coupe les vivres à tous les clubs qui n'ont pas de section féminine. Voilà. Bonus handi et couper les vivres à ceux qui n'ont pas de section. Et pourquoi Vous savez, il y a eu une petite polémique il n'y a pas longtemps sur le port du voile dans les compétitions sportives. Enfin, le port des couvre-chefs religieux. Moi, je vais vous dire, je suis pour l'interdiction de tous les signes d'appartenance religieuse dans les compétitions sportives, parce que je ne veux pas, j'aime la neutralité du sport. Je ne veux pas qu'on stigmatise les uns ou les autres, qu'on dise tiens voilà une petite musulmane, tiens voilà ceci, voilà cela. Je ne crois pas que la communauté juive joue en kippa au rugby, donc je pense qu'on peut, voilà, il ne faut pas de signes religieux sur le terrain. Mais au-delà de ça, je m'inquiète parce que dans les quartiers populaires, on commencera par dire aux jeunes filles mettez un voile pour aller jouer, et puis après on leur dira ne vous mettez pas en short pour aller jouer, et puis à la fin on leur dira n'allez pas jouer. Voilà. Et mon chipour, le boxeur, l'a très bien dit. Hein. Il a dit moi je suis iranien. Ça commence toujours comme ça. On commence par réclamer un couvre-chef. À la fin, on finit par les interdire de faire du sport. Donc moi, je ne veux pas qu'on interdise aux filles de faire du sport. Dans ma région, je veux qu'elles puissent toutes faire du sport, se mettre en short, courir, et voilà, comme elles vont à l'école. Bonsoir Madame Pécresse. Moi, je voudrais aborder un sujet, c'est l'attractivité touristique de la région Paris-Île-de-France. Voilà. La région Île-de-France est quand même fournie de sites magnifiques. Et je remercie les maires qui sont ici présents et qui possèdent un office de tourisme qui accueille régulièrement des visiteurs, qu'un accueil physique. Aujourd'hui, j'ai toujours tendance à dire qu'il faut savoir innover sans oublier l'essentiel dans le tourisme. Qu'est-ce que vous pensez de la fermeture du dernier point d'accueil physique de la ville de Paris ? L'office de tourisme. Je ne sais pas si les points d'accueil physiques sont si nécessaires à Paris. Je ne suis pas certaine. Moi, je gère tous les points d'accueil physiques des aéroports. Et objectivement, ce sont des points intéressants. Notamment pour renseigner les visiteurs, leur faire prendre des passes, ça marche bien. Maintenant, je ne sais pas si les gens, les touristes qui viennent à Paris, ils se déplacent dans le dernier point d'accueil touristique de Paris, au plein cœur. En plus, comme on ne peut pas rouler, je ne suis pas certaine, en fait. Je pense que s'ils l'ont fermé, c'est vraiment... ils ont considéré que les gens n'y allaient pas, ou que ça ne remplissait pas le besoin. Je pense que la situation est radicalement différente dans une ville plus petite, où l'office du tourisme est en fait en plein centre de la ville, sur la place du village, ou sur un point stratégique de déplacement, et on le voit dès qu'on sort de la gare. Je pense que ça a un rôle. Moi, dans mon village en Corrèze, il y a un office du tourisme pile poil sur la place du village. C'est vrai qu'on y va. Pour savoir tout ce qu'il faut faire dans la ville, on y va. Ou dans le coin. C'est assez logique. Il y a un côté tout à fait logique. À Paris, je ne suis pas certaine que ce soit nécessaire. En revanche, moi, mes points d'accès dans les aéroports, puisque c'est la région qui a la responsabilité du tourisme au niveau régional, mes points dans les aéroports, à un moment donné, on nous a dit est-ce que vous ne devriez pas plutôt les fermer, faire des économies, etc. J'ai dit non, j'ai dit que c'était vraiment intéressant comme point d'influence, notamment si on veut emmener les touristes en dehors de la Tour Eiffel, le Louvre, quoi. Si on veut leur faire autre chose que Mona Lisa, la Tour Eiffel et Notre-Dame, il faut qu'on ait des points où on peut leur vendre autre chose, une expérience un peu différente. Et comme mon objectif, c'est de sortir de Paris, il faut absolument qu'on évite le surtourisme à Paris. Parce que si on a du surtourisme à Paris, la ville va réagir en fermant les portes, comme d'habitude. Or, le tourisme parisien est un produit d'appel pour nous. Mais si je veux les emmener voir Joséphine de Beauharnais à Rueil-Malmaison, si on veut faire un circuit des villes napoléoniennes, si on veut les emmener à Château voir les impressionnistes, si on veut faire un circuit des impressionnistes en Île-de-France, etc., il faut qu'on aille chercher dans Paris, qu'on les emmène ailleurs. Donc moi je suis en train de regarder plutôt des offres package touristiques un peu
customisé sur mesure. Mais on le fait plutôt par Internet aujourd'hui, c'est vrai. Beaucoup de gens préparent leur voyage par Internet. Mais on gardera nos points ouverts dans les aéroports. Voilà. Et dans les gares. On en a aussi quelques-uns dans les grandes gares. Gare du Nord notamment. Voilà. Bonsoir, je suis Nicole Habib, libanaise, riennoise. Et je vous remercie d'être venu chez nous. Et je remercie beaucoup M. Patrick Ollier avec son équipe, tout ce qu'il faut pour le Liban. J'aimerais tout ce que vous avez dit, qu'il soit un tout petit peu incarné dans mon pays, le 1 millième, surtout pour les handicapés. Et ça, je fais appel à tous les gens qui sont là de nous aider M. Patrick Ollier à continuer sa tâche vers le Liban, qu'on est jumelé avec Michael. Mais le Liban n'est pas seulement Michael, c'est tout le Liban qui souffre. Et il continue à souffrir. Je ne vais pas faire la politique, mais j'irai jusqu'au bout comme vous. Et j'espère que vous allez être un jour beaucoup plus important que ce que vous êtes maintenant. Merci. Voilà. C'est gentil. Mais en tout cas, sur le Liban, la région est très engagée sur le Liban. Oui, j'ai rendez-vous avec vous le 7. Ah, alors parfait. On est très engagé sur le Liban pour plein de raisons. Merci pour Patrick aussi. Ah. Mais Patrick, il joue à domicile. Oui, c'est chez lui. Mais non, la région est très engagée sur le Liban. Alors on a eu des petits problèmes, c'est qu'on a eu près d'1 million d'euros d'aide au Liban qui n'ont pas été dépensés. Parce que le problème, c'est que l'administration libanaise, c'est un peu un oxymore. C'est-à-dire, en fait, on cherche qui sont les responsables et en fait, ils ont du mal à porter des projets et à les mener jusqu'au bout. Donc du coup, comme on a vu que nos projets d'aide au Liban avaient du mal, nous on avait décidé de financer tout l'éclairage public et on avait décidé de financer la revégétalisation du bois des pins. Le bois des pins, on a réussi, parce que c'était l'agence des espaces verts avec Sophie Deschamps, on a réussi à enrayer une épidémie qui touchait les pins du bois des pins, donc on a réussi à les aider sur le bois des pins. Mais en revanche, sur tout ce qui était projet d'aménagement de la ville, ça a été impossible. Voilà, c'est impossible de gérer avec eux, c'est impossible. Je suis désolée, hein, j'ai même aidé jusqu'au Premier ministre à l'époque, c'était Rafik Hariri. J'ai été... Saad Hariri. Et j'ai été le voir, et en fait, même lui, il appelait le gouverneur de Beyrouth, mais en fait, on n'arrivait pas à débloquer les projets. C'est tellement bureaucratique et tellement compliqué. Donc on a arrêté. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le Liban? On travaille avec les écoles chrétiennes, avec le réseau des écoles chrétiennes, pour les aider à se financer, parce que les réseaux des écoles chrétiennes pratiquent la francophonie. Et donc, nous, on est des grands acteurs de la francophonie, et donc, on finance les écoles chrétiennes par ce biais-là, pour qu'elles puissent continuer à ouvrir et à avoir les moyens d'éduquer, parce que c'est très compliqué. On finance aussi des aides, des tas d'aides. On a financé de l'aide humanitaire à travers ACTED, notamment pour tout le Liban Sud, au moment des attaques, parce qu'il y avait énormément de personnes déplacées. Donc on a financé ça. On a financé un très beau projet d'aide aux femmes en situation précaire, notamment sur toutes les maladies des femmes. Parce que contraception, précarité menstruelle, cancer des femmes, enfin voilà, une maison des femmes qui est à Beyrouth. Et puis on a financé aussi un projet avec Xavier Emmanuel, que vous connaissez sans doute tous, qui a créé le SAMU social à Paris, un projet de SAMU social aussi, là aussi toujours à Beyrouth, pour les enfants des rues. Et puis on a financé aussi la reconstruction après l'explosion du port, de l'hôpital de la Carantina et de la Banque du sang de Beyrouth. Il n'y avait plus de Banque du sang à Beyrouth après l'explosion du port. Donc vous voyez, la région est vraiment très mobilisée sur le Liban, parce que moi je suis une chiracienne et je suis comme Jacques Chirac. Je considère que le Liban, c'est pas un pays, c'est d'abord un ami de la France. Oui, exactement. Je voudrais vous dire aussi que, comme je suis présidente d'une association à Rouen, on fait beaucoup avec le Liban d'une manière très petite, bien sûr, que je voudrais vous exprimer. Un McDonald's a fait plaisir aux enfants en mois d'août, quand on les a sortis pour un mois de faire des activités et un jour de manger chez McDo. Et ça me touche beaucoup, parce que pour nous, McDo, c'est dégueulasse. Et c'est pour nous, peut-être, nos enfants, ils touchent. Pour nos enfants, je ne sais pas. Ils touchent
comme si c'est un repas fait maison, parce que c'est leur quotidien. Mais au Liban, c'était vraiment, quand on m'a envoyé les vidéos de ces enfants, ça m'a fait peur. Et c'est pour cela que je dirais, je vais y aller jusqu'au bout pour pouvoir atteindre, surtout avec le nouveau régime, on espère. Merci Monsieur Ollier, merci Monsieur Denis, merci à tous les élus. Bien, mes chers amis, je crois que c'est l'heure de vous libérer. Il y a déjà des personnes qui quittent la salle. Oui, madame, la dernière question. Bonsoir, je suis Nadine Mesureur. Je voulais vous parler du logement social. Alors que le parc de logements construits grandit de façon importante, je voudrais savoir si le nombre de logements sociaux est atteint, soit 36 000 par an, ce qui était promis. Non, aujourd'hui, on a une situation qui est extrêmement complexe sur la construction de logements d'une manière générale. La construction de logements est totalement en berne en Île-de-France, pour plein de raisons. D'abord parce que les taux d'intérêt sont remontés, et donc les primo-accédants n'arrivent plus à acheter. Et quand les primo-accédants n'arrivent plus à acheter, les gens sont bloqués dans leur logement social et ne peuvent pas bouger. Donc on a un problème de mobilité dans le parc de logements. Et aujourd'hui, c'est une problématique très complexe. Toutes les aides au logement de l'État ont été baissées beaucoup, donc c'est compliqué. Et en plus, on a aujourd'hui des maires qui sont très réticents à accepter le logement social. Moi, je voulais travailler sur des projets, parce que la région n'a pas de compétences en matière de logement. On en faisait, parce qu'on avait de l'argent à l'époque. Comme on n'a plus d'argent aujourd'hui, moi je fais mes compétences en priorité. L'école, la transition écologique, les transports, voilà, c'est mes premières priorités, c'est mes premières compétences. Le développement économique, la formation, c'est ça mes compétences. En revanche, le logement, c'est une compétence État, la région aidait. Alors, dès qu'on me redonnera un peu d'argent, je l'aiderai à nouveau. Patrick vous a parlé de la péréquation. Nous, en Île-de-France, on nous enlève 1 milliard d'euros par an. La région, 1 milliard d'euros par an, 25% de mes recettes. Jean Castex, pour lequel j'ai une grande affection, mais quand il était Premier ministre, il m'a retiré 150 millions de plus. Voilà. Parce que l'État n'avait pas d'argent à donner aux autres régions, donc ils ont pris à l'Île-de-France pour donner aux autres régions. Qui, pardon de le dire, mais ne sont pas toutes aussi bien gérées que nous. Hein. Qui n'ont pas toutes fait des économies, déménager leur siège, etc. Donc moi, aujourd'hui, je n'ai plus d'argent pour financer le logement, donc à ce stade, j'ai tout gelé, parce que je ne sais pas ce qu'on va me faire l'année prochaine. C'est tellement facile de piquer l'argent à l'Île-de-France. Alors, du coup... Si, mais les villes. C'est les villes qui doivent construire, mais c'est pas nous. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, à l'Île-de-France, ce que je voudrais... c'est effectivement, moi dans mon STIFE, le fameux schéma dont je vous ai parlé tout à l'heure, moi j'ai mis comme objectif 70 000 logements par an et 2 tiers des logements à des prix abordables. C'est quoi les prix abordables? C'est soit de l'accession sociale, soit des logements intermédiaires pour les classes moyennes, soit du logement social. C'est 2 tiers abordables sur les 70 000. Donc c'est ça mon objectif. Pas que du logement social, tous les types de logements. Mais aujourd'hui, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout, mais pas seulement de la faute des maires, c'est aussi parce que les promoteurs n'ont plus d'acheteurs. Voilà, c'est plus rentable de construire. Donc on a un vrai problème. Mais là où je dis que les maires sont réticents, c'est que moi je pense qu'il faudrait donner dans le logement social la priorité aux travailleurs de première ligne, à ceux qui ont un contrat de travail dans la ville. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, vous avez bien compris que vous avez une espèce de bourse de logement social régional et vous avez des droits au logement prioritaire qui sont gérés par la préfecture. Donc ça, c'est un système très administratif dans lequel, finalement, si vous êtes au RSA, vous avez plus de chances d'avoir un logement que si vous êtes en intérim. Or, ce n'est... Parce que vous êtes droit au logement prioritaire. Alors que si vous êtes en intérim, si vous avez un contrat, on vous dit « Ah ben vous avez de l'argent, vous avez un salaire, donc vous pouvez prétendre à d'autres logements. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le logement social. » Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui est complètement dingue. Les maires, je vous assure, je me mets dans leur psychologie. Eux, ce qu'ils veulent, c'est loger des gens qui sont utiles à la ville. Si on leur dit « Prenez tous les travailleurs de première ligne de votre ville, prenez vos aides-soignants, prenez vos éboueurs, prenez vos vendeurs, prenez vos agents de police, prenez les agents les travailleurs de première ligne, ceux qui font des métiers pénibles dans la ville, ou des métiers essentiels dans la ville, je vous jure qu'ils feront du logement social. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus la liberté d'attribution aujourd'hui, les maires. Et donc, ils voient arriver des gens qui n'ont pas de lien avec la ville,
qui parfois, ne travaillent pas. Et donc, ils n'en ont pas envie de ces habitants-là. Hein. Je vous dis très cash ce qu'ils me disent. Et moi, pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, je voulais faire un projet. J'avais un projet, c'était de transformer les bureaux vides en logements. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal dans les Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine, il y a des bureaux vides. Je n'arrive pas à convaincre les maires de les transformer en logements. Je n'arrive pas non plus à convaincre les promoteurs, parce que ça coûte cher. Mais les deux, monsieur Laurent, les deux, les promoteurs et les maires, les deux ne veulent pas. Et parce qu'ils ne savent pas quelle population va être dedans. Les maires voudraient en priorité les travailleurs essentiels de leur vie. Je vous assure que si on donnait cette priorité, et je pense en plus que ce serait juste, parce que, vous voyez, on n'arrive plus à trouver d'aides-soignantes en Ile-de-France, on n'arrive plus à trouver des personnes qui font des soins à la personne, mais parce qu'on ne lie pas emploi et logement. Si on liait salaire et logement, les salaires sont bas, sont trop bas, mais si on liait salaire et logement, ça change tout. Parce que le logement, ça n'a pas de prix. Voyez, et un logement près de là où on travaille, ça n'a pas de prix. Moi, je l'avais dit à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, à l'époque, elle me disait, j'ai plus d'aides-soignants en Ile-de-France. Je lui ai dit, dis priorité pour les aides-soignants dans le logement social, tu en auras. Parce que les femmes, elles se diront, génial, je vais avoir un logement à moi. Et donc, du coup, ça va les valoriser. Parce que quand on n'arrive pas à payer des salaires élevés, joindre logement et salaire, c'est très puissant. Donc moi, je pense que si on faisait cette réforme de donner la priorité aux travailleurs essentiels d'une ville dans le logement social de la ville, je suis sûre que les maires seraient motivés pour en construire. C'est mon sentiment, mais après, c'est un ressenti, on va dire. Un ressenti. Eh bien, mille merci, chers amis. J'espère vous avoir convaincu que la région servait à quelque chose. Ah, monsieur, encore une sa dernière question. Je ne veux pas de frustration. C'est quoi votre dernière question, monsieur? Là, vous parlez du Liban. Je voulais vous informer que tous les ans, nous allons refaire un deuxième concert à Saint-Sulpice, à Paris. C'est donc un restaurateur qui nourrit 600 personnes par jour. À Beyrouth? Donc, monsieur organise un concert à Saint-Sulpice. Moi, je chante le Requiem de Mozart. Ah, monsieur, je chante le Requiem de Mozart. Bravo, je n'essayerai pas, Dies irae, dies illa. Mais, eh bien, écoutez, vous pouvez venir écouter le Requiem de Mozart au profit d'un restaurateur qui fournit 6000 repas. 600 repas par jour, pardon. 600 repas par jour. À Beyrouth? À Beyrouth, à des personnes libanaises en détresse. Merci à vous, merci.